Bonjour à tous. Alors, dans ce module, nous allons découvrir les bases du HTML, le langage qui permet, comme dit précédemment, de structurer une page web. L'HTML, c'est un peu comme l'ossature d'un bâtiment. Allez, on entre dans le code. Comme vous pouvez le voir, on a déjà installé notre éditeur de code Visual Studio Code et créé un dossier appelé intro HTML CSS. Maintenant, nous allons créer notre premier fichier HTML. Pour le faire en VS Code, vous faites juste comme ça. Vous cliquez ici et vous nommez votre fichier HTML. Moi, je vais l'appeler index.html. Il faut toujours mettre l'extension .html pour faire savoir à VS Code que vous êtes en train de créer un fichier HTML. Vous faites entrer et voilà. Pour générer notre squelette HTML, vous pouvez utiliser plusieurs astuces. Moi, j'utilise le point d'exclamation comme une petite astuce pour générer le code HTML et vous faites seulement entrer et voilà, on a généré notre premier ossature HTML. Et maintenant, on va vous expliquer la structure de base d'une page HTML. Donc, toute page HTML commence par une structure bien définie. Voici à quoi ressemble un squelette HTML de base. Vous avez ici ce qu'on appelle la déclaration doctype. Cette déclaration définit que ce document est un document HTML5. OK? Donc, il se trouve toujours à l'entame du document et permet de spécifier que ceci est un document HTML5 au navigateur. Et à la suite de HTML5, on a l'élément HTML comme ça, qui commence ici et se termine là. Vous voyez? C'est l'élément racine d'une page HTML. Donc, c'est l'élément racine. Et ensuite, on a le head qui contient les métadonnées, les méta que vous voyez là, le title. Donc, ce sont des données sur la page HTML. On a aussi l'élément title qui est là, qui spécifie un titre pour la page HTML. C'est ce qui s'affiche sur l'onglet de la page. Voilà, head qui se trouve aussi à l'intérieur de HTML. Et enfin, on a le body qui définit le corps du document et constitue un conteneur pour tout le contenu visible tel que les titres, les paragraphes, les images, etc. Nous allons maintenant passer aux éléments HTML et montrer quelques éléments de base. Donc, un élément HTML est défini par une balise de début, du contenu et une balise de fin. OK? Cependant, certains éléments HTML n'ont aucun contenu et c'est le cas pour l'élément BR. Il s'agit d'un élément vide. On va maintenant voir les balises de base pour structurer notre contenu. Et comme je vous l'ai dit, le contenu se trouve à l'intérieur de body. Donc, je viens ici. Je vais commencer par un titre. Et les titres, il existe 6 niveaux de titres de H1 à H6. Comme ça. Voilà. Ceci est un élément HTML défini par un élément d'ouverture et un élément de fermeture. Et ce qu'il y aura ici comme contenu, je vais l'appeler mon premier titre. Et je vais mettre un H2 aussi. Mon second titre. H3. Mon troisième titre. Je fais ça pour que vous puissiez voir ce qui différencie les différents niveaux de titres. OK. Mon quatrième titre. Mon cinquième titre. Et enfin, mon sixième, qui est le dernier niveau de titre. Sixième titre. Voilà. Maintenant, on va essayer de voir ça au niveau du navigateur. D'abord, je vais écrire le titre du document HTML. Je vais l'appeler Introduction à la structure HTML. Introduction à la structure HTML. Maintenant, je vais voir ça au niveau du navigateur. Pour ce faire, je vais utiliser
l'extension Live Server, comme ça. C'est une extension que vous pouvez télécharger ici. Vous recherchez seulement Live Server et vous téléchargez. Ça va vous permettre de ne pas avoir à chaque fois à rafraîchir le navigateur, excusez-moi, pour voir vos changements. OK. Et voilà les titres. Mon premier titre, mon second titre, mon troisième titre, mon quatrième, mon cinquième, mon sixième titre. Donc voici ce qui différencie les 6 niveaux de titres qui existent. OK. Maintenant, on va voir les paragraphes. On va créer notre premier paragraphe et les paragraphes sont symbolisés par le signe P. OK, ceci est un paragraphe. On va voir. Et voilà, un paragraphe. Je vais utiliser plusieurs paragraphes, OK, à volonté. Voici, je vais mettre un deuxième paragraphe, un paragraphe de texte. Voici un paragraphe de texte. Vous verrez que ça va à la ligne à chaque fois que vous créez un nouveau paragraphe et on verra pourquoi au niveau de ce cours. Maintenant, on va passer au lien. OK. On peut utiliser des liens à href comme ça. Et ce qu'il y a là, href, c'est un attribut et ça permet de définir l'adresse du lien. Et là, on va mettre ce que l'utilisateur va cliquer pour accéder à ce lien. Par exemple, je vais prendre un lien au niveau de mon navigateur. Le lien d'un site, par exemple, W3School. Je prends le lien comme ça. Non, attendez, je vais déjà entrer ici. Je vais prendre le lien. OK. Et le mettre au niveau de mon attribut href. On va enregistrer déjà pour voir. Rien ne s'affiche parce qu'il faut mettre l'élément, le texte qu'on va cliquer. Je vais lui dire par exemple, clique-moi. Non, clique-moi. On enregistre. On enregistre avec CTRL S. J'ai oublié de vous le dire. OK. Maintenant, je clique sur clique-moi. Et voilà. Je suis ramenée dans la page ou dans le lien que j'ai mis, l'adresse que j'ai définie au niveau de l'attribut href. Maintenant qu'on a vu les liens, on va voir les images aussi. On peut insérer nos images grâce à la balise IMG. Comme ça, elle n'a pas de fermeture. SLC, je vais mettre l'image que je veux utiliser. Mon image ici s'appelle html-css.png. Donc, le SLC, c'est un peu comme le href. Cependant, le SLC, il spécifie le chemin de l'image. OK? Et alt aussi, c'est un attribut qui définit la description. Par exemple, si l'image ne se charge pas, c'est l'alt qui va s'afficher. Je vais mettre le chemin de l'image. Il s'appelle html-css.png. On va voir au niveau du navigateur ce que ça donne. Voilà, mon image s'est affichée. Oh, voilà l'image, OK? Donc, c'est très facile d'insérer une image dans le web, dans vos pages web. OK, après les images, on va voir les listes. On a une liste ordonnée, une liste non ordonnée. Les listes sont définies par la balise UL. Et on va faire une liste ordonnée. Une liste ordonnée, c'est défini par la balise LI. Je vais lui dire ma première liste. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est une liste non ordonnée. C'est une liste non ordonnée. LI, c'est une liste non ordonnée. On va voir déjà.
ma première liste, ma seconde liste. Ceci est une liste non ordonnée. Quand vous faites une liste non ordonnée, vous utilisez la balise LI. Maintenant, si vous faites une liste ordonnée, vous utilisez la balise UL. On va faire un exemple avec une liste ordonnée. OL. Et maintenant, à l'intérieur, on aura LI, par exemple HTML, une autre LI, CSS, et voilà, 1 et 2. Ça, c'est une liste ordonnée. À la suite de ça, on va voir les conteneurs div et span. Donc, sont utilisés pour regrouper ou styliser plusieurs éléments en même temps. Voici l'élément div, comme ça. Mettre un div hello. Pour l'instant, je crois que vous ne verrez pas la différence entre, pas vraiment la différence entre div et span. Vous le verrez au niveau de ce cours quand on va voir le modèle des boîtes. Ok. Hello World. Donc, ces balises sont très utiles quand on commence à appliquer du CSS. Maintenant, en ce moment-là, vous ne pouvez pas voir la différence, mais quand on va faire le modèle des boîtes et appliquer du CSS, vous allez beaucoup utiliser les conteneurs div et span. Et voilà, tu viens d'apprendre les bases du HTML. Tu sais maintenant créer une structure de page, utiliser les balises essentielles comme les titres, paragraphes, images ou liens, et construire une page simple avec du contenu bien organisé. C'est une première étape super importante dans ton apprentissage du web. Et devine quoi? Ça ne fait que commencer. Dans le prochain module, on va passer à la partie la plus fun, le style avec CSS. Tu verras comment transformer une page toute simple en quelque chose de visuel, coloré et bien présenté. Abonne-toi à la chaîne ou passe au module 3. Le CSS pour continuer à progresser et surtout, n'hésite pas à pratiquer ce qu'on a vu. Le HTML, c'est en l'écrivant qu'on le retient. Dans ce module, nous allons voir la structure et la sémantique HTML. Ainsi, nous verrons comment organiser le contenu d'une page web en utilisant les balises sémantiques. Cela permettra à votre site d'être plus clair, mieux référencé et plus accessible. Alors, si ce genre de tuto t'aide à mieux comprendre le CSS, pense à t'abonner et liker la vidéo afin de soutenir la chaîne. Commençons par les principales balises sémantiques. Nous avons d'abord la balise header. Comme son nom le suggère, header correspond à l'entête, généralement où se situe le titre ou le logo du site. Nous avons aussi la balise nav, il s'agit de la zone de navigation avec les liens vers les différentes pages. Nous avons aussi la balise main, c'est le contenu principal de la page, là où se trouve l'information essentielle. Nous avons aussi la balise section, qui sert à regrouper un ensemble de contenus thématiquement. Et enfin la balise footer, qui est le pied de page contenant des informations complémentaires comme les contacts ou mentions légales. Ok, en utilisant les balises sémantiques que je viens de citer, nous allons créer une petite page web. On va commencer par créer une header, y mettre un titre H1 et lui donner par exemple ceci est une en-tête. Ok, tête. Ceci est une en-tête. Nous avons créé notre header. Maintenant, nous allons passer à la balise main. Non, d'abord la balise nav. Et on va y mettre nos liens de navigation. Ok, on va avoir 3 liens de navigation. Donc, je vais copier-coller 3 fois. Mettre le lien ici. Juste en dièse puisqu'on n'a pas de lien. Ici, on aura accueil. Notre A ici, dièse. On aura comme texte service. Et enfin, ici, on aura dièse et comme texte contact. Ok. Maintenant, on va passer à la balise sémantique main.
et y mettre une description. À l'intérieur, un titre. Ceci est le contenu de ma page. Et enfin, on va passer au footer, le pied de page. On va mettre un texte. Par exemple, mon site web 2025 tiré tout droit réservé. Ok, c'est bon. Et voilà, maintenant on va voir ce que ça donne au niveau du navigateur. Qu'est-ce qu'on aura? On a ça, on a cette page-là. Ok, on a notre header, notre barre de navigation, notre contenu principal et notre footer. Maintenant, on va essayer de styliser tout ça au niveau du CSS. On va commencer par les headers. Hop. Ok, header. Et on va lui dire, par exemple, on va lui donner une background color de blue violette. On va voir. Voilà. On va lui donner aussi une pour le texte. On va faire couleur white. Une couleur rouge. Voilà. On va aligner le texte au centre, text align center avec la propriété text align center. On va aussi augmenter la taille du header. On va lui donner un padding de 20 pixels. Et voilà, c'est top. Maintenant, on va passer à la barre de navigation. Déjà, les A, je vais enlever le soulignement que vous voyez là. Donc, je vais mettre text decoration. Non. Voilà. Maintenant, je vais aligner les accueil service contact sur la même ligne. Et je vais utiliser la propriété display inline. OK. Au niveau du LI. Je vais mettre display inline. Et voilà, ils sont alignés. Maintenant, je veux les aligner au niveau du centre. Donc, je vais appliquer la propriété au niveau du UR. Je lui dis text align center. Et voilà, c'est centré. Le contenu de la page, je laisse comme ça. Maintenant, je vais attaquer le footer. Okay. Je vais lui donner une couleur de fond, background color de brown, une couleur blanche aussi. On va aligner le texte aussi. Text align center. Voilà, une padding aussi de 20 pixels. Et voilà, on a un petit site avec un header, une barre de navigation, un contenu et un footer. OK? Avec cette structure, la page est claire. Chaque partie a un rôle précis. Donc, utiliser les balises sémantiques est essentiel pour structurer correctement vos pages web. Cela facilite la navigation, améliore l'accessibilité et optimise le référencement naturel. Vous voulez aller plus loin dans la mise en page? Dans le prochain module, nous ferons une introduction au gris CSS. Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ensemble comment ajouter du style à une page web grâce à un fichier CSS. Si tu sais déjà faire une page HTML, tu vas voir que c'est très simple de la rendre plus jolie avec un peu de CSS. Maintenant qu'on a notre structure HTML de base, on va passer à l'étape suivante, ajouter du style. Et pour ça, il existe trois façons de faire. On va commencer par le style en ligne. C'est la méthode qui va te permettre d'écrire le style à l'intérieur d'une balise HTML avec l'attribut style. On va voir, on va mettre l'attribut style ici au niveau de la balise d'ouverture et on va lui donner une propriété CSS. On va commencer par lui donner une couleur et la couleur red d'abord pour voir. OK, donc on vient de lui ajouter une propriété CSS. Maintenant, on va voir ce que ça donne au niveau du navigateur. OK, et voilà. On vient d'ajouter notre premier style CSS.
Vous voyez la magie du CSS. OK. Maintenant, on va essayer de passer à la deuxième méthode d'écriture du CSS. Cette fois, on écrit les règles CSS dans une balise style dans le head de notre fichier HTML. Ce qui veut dire ici. OK? Cette fois-ci, ça ne va pas être au niveau d'un attribut, mais au niveau d'une balise style. Comme ça. Et on va appliquer la même règle CSS au H1, comme ça. Ensuite, des accolades et lui appliquer la règle CSS. Color, c'est la propriété et la valeur, c'est rep. OK, maintenant on va enlever le style qu'on avait appliqué, le style en ligne qu'on avait fait et voir ce que ça donne. On y va. Vous voyez, je vais même rafraîchir la page pour vous permettre de voir. Ça marche toujours. Donc c'est la deuxième méthode d'application du CSS. C'est le style interne. H1, c'est le sélecteur, l'élément auquel on va appliquer un style, suivi des accolades, de la propriété qu'on va appliquer à ce sélecteur et suivi de la valeur. OK? Donc, cette méthode est pratique pour tester rapidement ou styliser une seule page, mais encore une fois, ce n'est pas idéal pour des projets plus grands. Alors, à la suite de ça, on va passer au style externe. C'est la plus propre et la plus utilisée en vrai. Pour ça, on va créer un fichier CSS à part, ici, qu'on va appeler style.css, l'extension.css, pour dire que c'est un fichier CSS. OK? Avec cette méthode, on sépare bien le contenu HTML et la présentation CSS, et on peut réutiliser le même fichier CSS sur plusieurs pages, et c'est ce qui est recommandé dès que vous travaillez sur un gros projet. OK? On va utiliser toujours le H1, accolade. Vous verrez que c'est la même syntaxe. Color, par exemple, et on va changer la couleur cette fois-ci. OK? On va lui ajouter aussi une couleur de fond. Pour ça, c'est la propriété qui sera utilisée sera background color. Brown, vous verrez que les couleurs sont toujours en anglais. OK? Je vais lui ajouter aussi une police, et pour ça, j'utilise la propriété font size par exemple, pour une fonte très grande, j'utilise 110 pixels. Et je commande ça. Je sais pas pour les Windows, mais pour Mac, c'est commande 7. OK? On va voir ce que ça donne. Ah, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas lié le HTML avec le CSS. Et pour lier le HTML avec le CSS, on utilise la balise link qu'on met au niveau de notre app. Vous voyez, link comme ça. Link rel sheet. Le href, c'est le chemin de notre fichier CSS. Style.css. Vous verrez que vous allez faire plusieurs fois cette erreur. Appliquez votre style CSS, votre présentation CSS dans votre fichier à part et voir que les choses ne s'appliquent pas. Vous allez voir au niveau du head et voir est-ce que vous avez lié le HTML avec le CSS. D'accord? Voilà. Maintenant, ça marche. Cool. Donc, voilà, tu viens de poser les premières pierres de ton style en CSS. Tu sais maintenant créer un fichier CSS, le lier à ta page HTML surtout, et écrire des styles simples comme des couleurs, des tailles, des background colors, etc. Donc, continue à t'entraîner, amuse-toi avec les styles. Si tu veux aller plus loin, clique sur le prochain module. Et si tu as kiffé ce tuto, pense à t'abonner, liker, partager. Ça me motive à continuer. À tout de suite pour la suite. Bonjour à tous. Maintenant qu'on a vu comment ajouter du style avec CSS, il est temps de s'amuser un peu plus avec les couleurs et le texte. Dans cette partie, on va voir 3 façons d'écrire une couleur en CSS et ensuite comment mettre du texte en gras, en italique ou le centrer. C'est la typographie. La façon la plus simple d'écrire une couleur, c'est de taper son nom. Et il existe 147 couleurs nommées que les navigateurs comprennent. Des classiques comme red,
green, black, blue, white, sky blue, etc. Ici, on vient d'ajouter une couleur avec son nom. On peut mettre soit red, green, vous voyez, blue ou bleu violet. Et voilà. Donc, c'est la manière la plus simple d'écrire une couleur. C'est seulement de taper son nom. On a aussi une autre façon de faire qui est le format RGB. Donc, RGB signifie red, green, blue. Chaque valeur représente l'intensité de rouge, vert et bleu, compris entre 0 et 255. On va faire un exemple pour ce format-là. Alors, je vais mettre 0 pour chaque couleur. Vous allez voir que si je mets 0 pour red, 0 pour green et 0 pour blue, ça va donner une couleur noire. Ça veut dire il n'y a même pas de couleur. Ça signifie qu'il y a une absence de couleur. Maintenant, si je veux mettre une couleur rouge, je vais donner l'intensité maximum de rouge. Vous voyez, la couleur devient rouge. Le titre devient rouge. Maintenant, si je veux avoir une couleur verte, je vais mettre l'intensité maximale de verte. Vous voyez, la même chose pour la couleur bleue. Je mets l'intensité maximale. Et voilà. Maintenant, si je mets l'intensité maximale de green, l'intensité maximale de blue et l'intensité maximale de... Vous voyez, ça va donner une couleur blanche. Vous pouvez mixer les couleurs pour avoir plusieurs combinaisons. Vous voyez que si j'additionne la couleur rouge et la couleur verte, je vais avoir une couleur jaune. Vous pouvez vous amuser à mixer les couleurs, etc. Donc, le dernier format qu'on va avoir, c'est le format hexadécimal. C'est celui qu'on retrouve souvent dans les logiciels de design ou sur les sites de couleurs. OK? Ça commence toujours par un dièse suivi de 6 caractères. 2 pour le rouge, 2 pour le vert et 2 pour le bleu. OK? On va voir ce que ça donne avec une valeur hexadécimale. Ça commence par un dièse. Et je mets par exemple 0, 0 rouge, 0, 0 vert, 0, 0 blue. Je vais avoir une couleur noire. C'est un peu comme le même principe que le format RGB. OK? Si je veux avoir par exemple une couleur rouge, je mets au lieu de 255 dans ce cas-là, mais je mets FF, c'est l'intensité maximale. OK? La même chose si je veux avoir une couleur verte, je mets l'intensité maximale. Donc, c'est un peu comme le même principe, c'est juste la syntaxe qui change. Et si les chiffres se répètent, on peut même raccourcir, avoir, par exemple, au lieu d'avoir une couleur noire comme ça, de mettre les 6 chiffres, on peut mettre seulement 3 chiffres, puisque les couleurs se répètent. Vous voyez? Alors, top. Maintenant qu'on s'est appliqué des couleurs à notre page, voyons comment styliser le texte. Parce que oui, le texte n'est pas juste écrire une phrase, on peut rendre plus clair, plus lisible, plus élégant grâce à la typographie. Ok, donc on va commencer par rendre notre texte gras. Et c'est très simple, on utilise la propriété CSS suivante, font weight. Ok, font weight va permettre de rendre votre texte gras. Et tu peux l'appliquer à n'importe quel élément de texte, comme un titre. Dans ce cas-là, H1, je peux lui dire bold. OK? Dans ce cas-là, vous n'allez pas trop voir la différence parce que le titre est déjà gras. OK? Et aussi, tu peux utiliser des valeurs numériques, par exemple. 400, ça veut dire que le font est normal, pas gras. Vous voyez? Là, vous voyez le changement. OK?
on peut utiliser aussi la valeur 700. Ça signifie dans ce cas-là, le texte est gras. Ok, mais pour débuter, bold suffit largement. On peut aussi mettre du texte en italique. La propriété utilisée est font style. On va passer à font style et italique. Je galère un peu. Voilà. Donc, c'est la propriété qui te permet de rendre ton texte italique. Et on peut l'enlever l'italique. Par exemple, on va mettre font style normal. Voilà. Donc, c'est utile pour des citations, des noms scientifiques ou simplement pour styliser une partie du texte. On va passer à la dernière étape, souligner un texte. Donc, tu veux souligner un mot, une phrase. Voici la propriété text decoration. OK? Je vais souligner notre titre. Text decoration, c'est la propriété à utiliser. Underline. Souligner. Et voilà. Et si tu veux enlever une décoration par défaut, comme les liens soulignés, les liens sont par défaut soulignés, tu peux faire text decoration. Non. Par exemple, pour un lien A, une balise A. On peut aussi, j'avais oublié, aligner le texte. Enfin, si tu veux que ton texte soit centré à gauche ou à droite, tu utilises la propriété text align. Donc, je vais juste enlever ça pour ne pas perdre du temps. La propriété text align, je peux lui dire par exemple center. Et vous voyez, le texte est centré. Je vais faire comme ça. Vous voyez, le texte est centré. OK. On peut aussi utiliser la propriété text align left pour aligner le texte à gauche. OK. Voilà. C'est la valeur par défaut. Ou text align right à droite. Donc, c'est ça. Je crois que nous sommes arrivés au terme de cet épisode. Donc, bravo à toi d'être arrivé jusqu'ici. Tu sais maintenant comment appliquer des couleurs à tes pages web en utilisant 3 méthodes différentes, les noms de couleurs simples, le format RGB qui est plus précis et le format hexadécimal qu'on retrouve partout dans les outils de design. Tu as aussi découvert comment styliser ton texte, le rendre gras, italique ou souligné et surtout comment bien l'aligner dans la page. Alors, si ce module t'a aidé à mieux comprendre les couleurs et la typographie en CSS, pense à t'abonner pour ne rien rater des prochains. Laisse un petit like si tu as aimé et n'hésite pas à poser tes questions en commentaire. On se retrouve très vite pour la suite. Dans ce module, on va découvrir un concept fondamental du CSS, le modèle de boîte, aussi appelé box model. C'est un point essentiel à comprendre si vous voulez maîtriser la mise en page sur le web. Alors, si ce genre de tuto t'aide à mieux comprendre le CSS, pense à t'abonner et liker la vidéo afin de soutenir la chaîne. Qu'est-ce que le modèle de boîte? En CSS, chaque élément est vu comme une boîte rectangulaire et cette boîte est composée de plusieurs couches, un peu comme une boîte cadeau avec du papier, du ruban et du vide autour. Alors, voici les 4 couches principales du modèle de boîte. On va voir cette image qui va vous aider à comprendre les différentes couches qui composent le modèle des boîtes. On a d'abord ça, le contenu. C'est le texte ou l'image à l'intérieur, donc c'est la première couche. Ensuite, nous avons le padding. C'est l'espace entre le contenu et la bordure, ici. Donc tout ça, c'est le padding. On a aussi la bordure. Border, c'est la ligne qui entoure la boîte. OK? Voici le border. Et la margin, c'est l'espace extérieur entre cette boîte et les autres éléments. Alors, maintenant que nous connaissons les couches principales qui composent une boîte, nous allons prendre un exemple concret en CSS. OK?
Ok, on va styliser notre boîte. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà créé un box. Nous allons voir déjà ce que ça donne au niveau du navigateur. Voici notre box et c'est cette box-là qu'on va styliser au niveau du CSS. Déjà, on va lui donner une largeur avec la propriété width. Donc, pour donner une largeur, on utilise la propriété width. Je lui donne une largeur de 200 pixels. Ouais. Je lui donne aussi une hauteur avec la propriété S. Cette fois-ci de 100 pixels. Je vais donner aussi une padding. Comme on a dit, le padding ajoute de l'espace autour du contenu à l'intérieur de la bordure. Ok. Pour padding, je vais pour 20 pixels. Déjà, on voit ce que ça donne. Voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté une largeur. C'est pourquoi la boîte a augmenté. Je lui ai aussi donné une hauteur, une padding. Maintenant, je vais donner une bordure de 2 pixels. Solide. Black. Donc 2 pixels, c'est la taille de la bordure. Solide, c'est le type. Et black, c'est la couleur. Et voilà. Vous voyez la bordure. Je vais aussi lui donner en dernier lieu une marge. Donc la marge crée un espace entre cette boîte et les autres boîtes qui se trouvent dans votre page. Et comme marge, 10 pixels. On va voir. Ok. Maintenant, on va inspecter afin de vous permettre de mieux voir les différentes couches de cette boîte. Vous voyez. Donc ici, c'est le contenu. Ensuite, nous avons une padding, c'est l'espacement intérieur, la bordure et la marge. Okay. Donc, c'est voici comment fonctionne le modèle des boîtes. On peut jouer avec les marges pour espacer les blocs. Donc, on a dit que les marges, c'est l'espacement entre les blocs. Le padding, c'est pour aérer le contenu à l'intérieur. Donc, c'est l'espacement à l'intérieur. Tout ça là, c'est le padding. En vert. En vert, c'est le padding. En noir, c'est la bordure. Et en orange, c'est la marge. Donc, les bordures, c'est pour encadrer les éléments ici. On peut aussi ajouter des zones pour plus de style, mais ça, on verra plus tard. Pas au niveau de ce tutoriel. On va aussi avoir, je vais vous donner une astuce importante qui s'appelle box sizing. Par défaut, le width ne prend pas en compte le padding et la bordure. Pour que tout soit inclus dans la taille définie, on va ajouter une propriété qu'on appelle box sizing. Et je vais utiliser ce qu'on appelle le sélecteur universel. C'est le sélecteur étoile. Comme ça. Voilà. Je copie ça. Et je colle ça. J'enlève juste ça. Je lui dis box sizing. Et je lui donne la valeur border box. Donc ça va te permettre quand il va calculer la taille, il ne prendra pas en compte le padding et la bordure. Ok. Donc, si je veux remédier à ça, j'utilise la propriété box sizing border box. Donc, cela rend le calcul des tailles beaucoup plus simple. Alors, le modèle des boîtes est partout en CSS. C'est lui qui détermine comment les éléments prennent de la place et comment ils s'organisent dans une page. Donc, prenez le temps d'expérimenter avec margin, padding, border et width dans vos propres projets. Dans le prochain module, nous allons aborder la disposition en CSS avec la propriété display et ses différentes valeurs. À tout de suite. Dans ce module, on va découvrir la plus importante des propriétés CSS pour contrôler la mise en page. Alors, si ce genre de tuto t'aide à mieux comprendre le CSS, pense à t'abonner et liker la vidéo afin de soutenir la chaîne. Allez, c'est parti!
En CSS, la propriété display est utilisée pour spécifier comment un élément est affiché sur une page web. Et chaque élément HTML possède une valeur d'affichage par défaut selon son type. La valeur d'affichage par défaut pour la plupart des éléments est soit bloc, soit inline. Alors, qu'est-ce qu'un élément de type bloc? Un élément de type bloc commence toujours, je dis bien, toujours sur une nouvelle ligne et accepte toute la largeur disponible même s'il a un contenu petit. OK? Les éléments div, les titres, les paragraphes, formes, header, footer et section sont de type bloc. On va faire un exemple. Déjà, j'ai au niveau de VS Code un titre et un paragraphe. On va voir comment se comportent ces éléments au niveau du navigateur. OK? Alors, comme vous pouvez le voir, il commence toujours par une nouvelle ligne. À chaque fois que je crée, par exemple, un paragraphe ou un titre, l'élément va à la ligne. OK? On va faire un autre exemple. Faire, par exemple, un élément div, lui donner un texte et voir comment il va se comporter lui aussi. Vous allez voir qu'il va lui aussi à la ligne. Donc, les éléments de type bloc commencent toujours par une nouvelle ligne et occupent toute la largeur disponible, même si leur contenu est petit. En dehors du type bloc, on a les éléments de type inline. Un élément de type inline ne commence pas sur une nouvelle ligne. C'est le contraire de l'élément de type bloc. Il occupe uniquement la largeur nécessaire. Les éléments de type inline, les éléments qui sont de type inline par défaut, on a l'élément span, l'élément A, IMG, qui sont naturellement de type inline. On va faire un exemple pour celui-ci. Comme je vous l'ai dit, alors créons un élément span et lui donner un texte. Ceci est un élément de type inline, OK, un élément de type inline, et mettre un autre élément, une balise A, ici, un lien, et puisque je n'ai pas de quoi mettre ici, je vais mettre seulement clique-moi, et on va voir comment vont se comporter ces deux éléments au niveau du navigateur. Vous allez voir qu'ils ne vont jamais à la ligne, OK, donc c'est le comportement par défaut des éléments de type inline. Maintenant qu'on a vu ce qu'est un élément de type bloc et ce qu'est un élément de type inline et compris leur comportement, nous allons découvrir trois valeurs de la propriété display. En premier lieu, nous avons la propriété display block. Un élément qui reçoit la propriété display block occupe toute la largeur disponible. Vous allez voir. OK? Span, on a dit que c'est un élément de type inline. Maintenant, on va lui donner la propriété display block. Je vais utiliser, comme on l'a vu, le CSS en ligne. Je lui dis par exemple display block. Et je vais mettre la même chose pour l'élément A, qui est par défaut de type inline, mais je vais lui dire aussi display block. Et on va voir comment ils vont se comporter. Vous allez voir qu'ils vont tous à la ligne parce qu'ils ont reçu la propriété display block, ce qui veut dire qu'ils vont occuper toute la largeur disponible. On a aussi la propriété display inline. Un élément qui reçoit la propriété display inline reste dans le flux du texte à côté des autres éléments. OK? Donc, au lieu, par exemple, mon titre, je vais lui donner la propriété display inline. Pareil pour le paragraphe aussi. Display inline. On va voir comment ils vont se comporter. Ils ne vont plus à la ligne. Ils vont se comporter comme des éléments de type inline. Donc, c'est la particularité de la propriété display inline. On va voir la dernière propriété display inline block. Dans ce cas, l'élément se comporte comme un élément de type inline, mais il reste dans le flux du texte. On peut lui donner une largeur ou une hauteur. Elle est super pratique quand tu veux que des éléments s'affichent côte à côte tout en pouvant recevoir des styles comme des blocs. OK? Donc, c'est la particularité de inline block. Et voilà, tu connais maintenant les types d'éléments qui existent et les bases des propriétés display les plus courantes. Elles sont essentielles pour construire des mises en page fluides et propres. Dans le prochain module, nous allons voir comment créer et styliser des formulaires. À toutes. Dans ce module, nous allons voir comment créer et styliser un formulaire avec HTML et CSS. Il s'agit d'une compétence essentielle, surtout si vous créez un site avec une page de contact, une inscription ou même une commande en ligne. Alors, si ce genre de tuto t'aide à mieux comprendre le CSS, pense à t'abonner et liker la vidéo afin de soutenir la chaîne. On commence par la structure.
Le formulaire se construit avec la balise form. Ok? Donc pour créer un formulaire, on utilise la balise form avec action, puisque dans ce cas-là, on n'utilise pas de backend. J'enlève l'action. Maintenant, il existe plusieurs types d'input. Donc à l'intérieur du formulaire, on place des champs de saisie qu'on appelle input, une zone de texte comme text area et un bouton avec la balise button. Donc voici quelques exemples utiles d'input à connaître, adaptés à chaque type de données. Nous allons commencer par mettre le label qui va nous renseigner sur le champ qu'on veut créer. Et pour label, ici par exemple, je vais créer un input qui va contenir le nom de l'utilisateur. Donc, for le label qui est pour le nom. Et à l'intérieur des balises, je mets nom. Et juste après le label, je crée l'input. Comme ça. Et cet input aura comme type texte. OK? Donc, je vais aussi lui donner un ID, nom, et un attribut name, nom aussi, et un placeholder qui va nous renseigner par exemple sur la valeur à mettre dans le champ. Comme placeholder, je vais lui dire votre nom. Et voilà, on a créé notre premier champ de saisie et on va voir ce que ça donne au niveau de notre navigateur. Et voilà, notre premier champ de saisie avec un label nom, l'input et le placeholder. Ici, voilà, vous allez voir que dès que je commence à écrire le placeholder, s'efface. Donc ça nous renseigne seulement sur le type d'input qu'on utilise. OK? En dehors de l'input de type texte, on a l'input de type email avec validation automatique. Je vais d'abord créer un nouveau label for email. À l'intérieur, je mets le texte email. Et tout juste après le label, j'ai créé un input de type email cette fois-ci. Je lui donne comme ID email. Et pareil pour le name email. Pour placeholder, je lui dis par exemple exemple @email. Ouais, @email.com. Dès que je commence à saisir, voilà. Voici l'input de type email. On va passer à un autre type de input tout aussi important que ce dernier-là, l'input de type password, qui va nous permettre de stocker des mots de passe, de créer des mots de passe. Je lui dis for password et là je mets mot de passe et un input ici type password. OK. ID. N'oubliez pas de mettre l'ID parce qu'il est lié au for ID password. Name password aussi. On va voir ici quand je vais, voilà, quand je me mets à taper, vous voyez, c'est mon mot de passe. On a aussi l'input de type téléphone qui va me permettre de stocker des numéros. Label pour téléphone, je mets seulement tel et téléphone comme texte au niveau du label. J'ai créé un input ici de type tel et je lui dis par exemple, déjà je mets l'ID et le name, ID tel, name tel et placeholder par exemple plus 221 77 8 7 6 6 4 4 4. OK.
c'est le placeholder. On va voir déjà. Voici mon input de type téléphone. Donc, pour régler les validations, il va falloir régler les validations pour ne recevoir que des chiffres. On va passer à l'input de type date pour les dates. Je crée un nouveau label. La date. Et je mets ici par exemple date de naissance. OK. Et je crée l'input de type date. Input type date. ID date. Name. Aussi date. On va voir déjà. Voici notre input de type date. On a un calendrier où on peut choisir les jours, la date, le mois et l'année. OK. On a aussi l'input de type radio pour un choix unique dans ce type d'input qui va me permettre de faire des choix, mais un choix unique. Déjà, je vais créer un paragraphe dans ce cas. Et je lui dis par exemple le genre de la personne. Et maintenant, je peux créer mon input de type radio. Ouais, je lui dis radio. Et je lui donne comme ID par exemple cette fois-ci pour le premier input femme. OK. Et name. Genre. Et valeur, c'est la valeur que va contenir cet input. Comme value, je lui dis femme. Et je vais créer un nouveau label pour le choix homme. Label pour homme. Et comme texte homme. Et créer ici un nouveau input de type radio aussi. Qui aura comme ID homme. Comme name aussi homme. Et cette fois-ci, comme value homme. On va voir comment se comporte un input. Voilà. De type radio. Est-ce que j'ai oublié de mettre un label pour femme? Je vais mettre juste ici femme et femme à l'intérieur. Et voilà. Là, ça aurait dû être avant. On peut choisir soit femme, soit homme. Là, je choisis les deux, mais si vous faites les validations, ça ne devrait pas être possible. Le choix est unique quand il s'agit d'un input de type radio. En dehors de l'input de type radio, on a les checkbox. Eux, ils vont nous permettre de faire plusieurs choix. OK. Je vais aérer ça. Ça, c'est l'input de type date. Là, c'est l'input de type téléphone, password. Là, je vais passer à l'input de type checkbox. Donc, je lui dis par exemple, et là, je vais créer une div. Là, OK. Je vais créer une div et à l'intérieur, je vais mettre mes éléments. D'abord, l'input de type checkbox. OK. Et comme ID, je mets par exemple CGU. Comme name, pareil, CGU. Je mets le label for CGU. Et je lui dis, j'accepte les conditions d'utilisation. Conditions. Non. Ouais, bon.
je vais utiliser ça. Utilisation. On va voir. On va voir. Wow. J'accepte les conditions d'utilisation. OK. Et voilà. C'est le type checkbox. Maintenant, on va passer à l'avant-dernier type d'input, l'input de type file. OK. On va pouvoir intégrer des fichiers. Je vais créer le label for, par exemple, mon CV. Je vais intégrer mon CV dans le formulaire. J'utilise l'input de type file pour pouvoir sélectionner des documents. Input type file, ID comme ID, je lui dis CV, comme name aussi CV. On va voir. Là, je vais pouvoir choisir des fichiers. Vous voyez, ça va remettre dans les fichiers de mon ordi pour me permettre de choisir CV. OK. On va passer à la text area qui va nous permettre d'avoir une zone de texte assez grande. Label for, par exemple, pour mettre un message personnalisé à envoyer au niveau de notre formulaire de contact, par exemple. Et là, au lieu d'input, c'est text area. Et comme name, je lui dis message, comme ID, message aussi. Je peux utiliser aussi un placeholder pour guider l'utilisateur. Donc, le placeholder va vous permettre de guider l'utilisateur. Votre message ici. Et voilà mon text area. Comme je peux utiliser aussi ce qu'on appelle le rose ou le col. Pour lui dire par exemple combien de lignes je voudrais. Par exemple, si je lui dis 4. Et voilà mon text area. Cool. Maintenant, on passe au bouton d'envoi. Il nous faut un bouton pour valider notre formulaire. Je le mets ici, la balise button, et je lui dis comme type, ce bouton c'est un type submit, c'est un bouton de soumission. Je lui dis ici, envoyer, et voilà notre bouton. Donc, comme tu peux le voir, chaque type d'input améliore l'expérience utilisateur. Par exemple, le champ email vérifie automatiquement la syntaxe, date ouvre un calendrier, et file permet d'ajouter un document, etc. On va passer à la deuxième étape de ce cours. Donc, c'est la partie visuelle. On va ajouter de l'espace, adoucir les bordures et colorer un peu tout ça pour un formulaire moderne et agréable. Donc, on va passer à la stylisation. Ici, on va sélectionner forme d'abord. OK. Voilà. Max 8. Je vais donner une width maximale de 500 pixels. Voilà. Une marge, des marges de 40 pixels. Et auto pour centrer tout ça. Un padding de 20 pixels. Une background color. Je vais utiliser les couleurs hexadécimales F7, F7. Un blanc cassé, je crois. Je ne me connais pas trop avec les couleurs. Même si j'adore le CSS. 10 pixels comme bord de radius, les cordes. Et enfin une ombre avec box shadow de 0,2 pixels, 10 pixels, RGBA de 0. On a vu les couleurs RGBA. On va mettre 0 partout. Et enfin, comme couleur. Voilà. Voilà, vous voyez.
Ok, on va passer à la stylisation des labels. Donc, je vais sélectionner forme et les labels dans forme. Ok, je leur dis display block. Je leur donne déjà, je vais voir. Voilà pour aligner le tout. Maintenant, je leur dis comme margin top 15 pixels et aussi font to width, le poids du texte. Voilà, ça commence à devenir beaucoup plus joli. Je vais aussi sélectionner forme input et forme text area comme ça, et je leur dis, je leur donne un width de 100%. Ok, voilà pour qu'ils prennent toute la largeur. Je leur donne aussi un padding de 10 pixels. Une margin top, ok, de 5 pixels, ok. On va aussi leur donner une bordure de 1 pixel solide. Yes, yes, yes. On voit ça au niveau du navigateur. Waouh! Waouh, ça commence à devenir joli. On va aussi donner un bord de radius, ok? Un bord de radius de 5 pixels. Et enfin un font family. Voilà, il va hériter de la font family. Ok, maintenant on va passer à la stylisation du bouton. Déjà, on va styliser l'input de type radio. Form, input de type radio, type radio, ok, et on va lui dire width comme width auto. Et maintenant aussi, déjà on voit ça, ouais. Et margin right de 5 pixels. Et voilà. Et aussi le checkbox. Donc, j'ai oublié de sélectionner le checkbox input comme ça, de type là, égal, ok, checkbox, pour sélectionner les deux en même temps. Et yep. Maintenant, on va passer au bouton en dernier lieu. On va styliser le bouton form button. On va lui dire par exemple margin top de 20 pixels. Aussi une padding 10 pixels, 20 pixels, une couleur de fond, background color de comme ça, voici le code couleur, ok, une couleur aussi, white, pas de bordure, non, une border radius, ok, que serait un bouton sans une border radius, ok, curseur pointer, et voilà, c'est top. Maintenant on va changer la couleur du bouton au hover, genre quand on survole le bouton, la couleur va changer. C'est ce que hover nous permet de faire, pas seulement pour un bouton, mais pour un élément.
Cette fois-ci, on va le faire pour notre bouton là. Vous voyez, quand je ouvre, la couleur change. Et voilà, le formulaire est centré, les champs sont espacés, les boutons sont stylés. Ça donne tout de suite un côté plus pro. Et voilà pour ce module. Dans le prochain, on va aller encore plus loin en découvrant les balises sémantiques comme header, main ou encore section. Elles vont vous permettre de structurer votre code de manière claire, lisible et accessible. À très vite pour la suite. Dans ce module, nous allons découvrir ensemble l'un des outils les plus puissants du CSS moderne, les grids CSS ou CSS Grid Layout. Si vous avez déjà eu du mal à aligner des éléments sur une page, ne vous inquiétez plus, les grids sont là pour vous sauver. Alors, si ce genre de tuto t'aide à mieux comprendre le CSS, pense à t'abonner et liker la vidéo afin de soutenir la chaîne. Alors, c'est quoi une grille en CSS? Il s'agit d'un système qui vous permet d'organiser votre mise en page en colonnes et en lignes, un peu comme une feuille Excel. Vous avez des cases et vous placez vos éléments dedans. Grâce à CSS Grid, vous pouvez définir le nombre de colonnes que vous voulez, leur taille et même comment les lignes doivent se comporter. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà créé mon élément conteneur et j'ai créé des divs à l'intérieur de ce grid-là. Maintenant, je vais appliquer la propriété. Déjà, je vous montre comment il se comporte au niveau du navigateur avant qu'on applique le CSS Grid. Et voilà. Maintenant, je vais appliquer le CSS Grid en utilisant la propriété Display Grid que vous pouvez voir. Là, rien ne se passe. Maintenant, je vais lui définir les nombres de colonnes que je veux. Je lui dis par exemple Grid Template Columns. C'est la propriété qui va nous permettre de définir nos colonnes. Je lui dis 1FR, 1FR et 1FR. J'enregistre et voilà. Ici, on dit qu'on veut 3 colonnes de tailles égales. OK? Maintenant, ça dépend de vous. J'aurais pu mettre, par exemple, seulement 2FR. Ça va se comporter en 2 colonnes de tailles égales. Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire. J'aurais pu aussi mettre 4FR et vous voyez, on va avoir 4 colonnes. Bon, je laisse avec les 3FR comme ça. OK? Maintenant, on peut aussi ajouter un espacement soit entre les colonnes ou entre les lignes grâce aux propriétés row gap ou column gap ou simplement la propriété gap qui est une shorthand qui combine les deux premières. Donc, je vais utiliser la propriété gap pour ajouter un espacement et entre les colonnes et entre les lignes. OK? Donc, je mets gap de 10 pixels par exemple. Et comme vous pouvez le voir, il a ajouté un espacement. Il est aussi possible de centrer un élément à l'intérieur d'un conteneur. Grid peut le faire en une seule ligne. Et pour ça, je viens ici par exemple, je lui dis encore display grid au niveau de l'élément enfant et je lui dis par exemple place items. J'utilise la propriété place items center. Je lui donne la valeur center. Vous allez voir que c'est centré, ok? L'élément est parfaitement centré verticalement et horizontalement. Pourquoi? Parce que place item center est un shorthand qui combine deux propriétés CSS, justify item center et align item center. Donc c'est propre, lisible et très pratique pour créer des composants comme des cartes, des boutons ou même une page d'accueil vide avec un texte centré. Maintenant que vous avez découvert la puissance des grilles CSS pour structurer vos mises en page, on va passer à quelque chose d'encore plus visuel et dynamique. Dans le prochain module, je vous montre comment animer vos éléments avec CSS, des effets de survol, des transitions fluides, des animations qui attirent l'attention, le tout sans JavaScript. Alors, à tout de suite. Dans ce module, on va apprendre à animer des éléments en CSS facilement et sans JavaScript. On va commencer par les transitions simples, puis on passera aux animations avec @keyframes. Alors, si ce genre de tuto t'aide à mieux comprendre le CSS, pense à t'abonner et liker la vidéo afin de soutenir la chaîne. Les transitions permettent d'ajouter un effet fluide quand une propriété CSS change. Par exemple, faire changer la couleur d'un bouton quand on la survole. Et c'est ce qu'on va faire. On va commencer d'abord comme je l'ai dit par les transitions. Je vais créer un bouton qui aura comme classe BT comme ça. Et je lui dis clique-moi. Maintenant, je vais passer au CSS et styliser ce bouton et créer un effet de survol. OK. Je lui donne comme background color. Par exemple, qui est 34,98 dB. OK. Color.
padding aussi de 12 pixels, 24 pixels. Et comme border non, border radius de 8 pixels et transition. Maintenant, on arrive à la propriété transition. Je lui donne background color. Ça, c'est le nom de la transition. Ensuite, 0,3 secondes, c'est le temps que va durer la transition. Et is, c'est le rythme de la transition. Maintenant, on va passer à ce qu'on veut faire. Par exemple, la transition, je vais l'appliquer au moment du hover. Quand on survole le bouton, je lui dis par exemple background color de dièse 2 ECC 7 1. OK. Je veux que la couleur, elle change en cette couleur verte. Le bouton, elle change de couleur et devient cette couleur verte et cette couleur verte comme background color quand on la survole. OK. Déjà, je fais comme ça. Et quand je survole, vous voyez, ça change. Déjà, je vais ajouter un autre effet, par exemple, un curseur pointeur. Voilà, voilà. Donc, ici, on a une transition de couleur qui dure 0,3 secondes avec un effet ease. Le changement ne se fait pas brutalement, il est fluide, agréable à l'œil. Donc, on peut aussi ajouter des transitions sur la taille, la rotation, la position, etc. Maintenant, pour aller plus loin, on peut créer des animations personnalisées avec @keyframes. Par exemple, faire apparaître un texte en fondu ou le faire bouger ou aussi le faire tourner. Dans ce cas, on va le faire tourner. Déjà, j'ai créé mon texte ici, P, et je lui donne comme classe anime-texte et je lui dis bienvenue par exemple. Je veux ajouter une animation à ce texte. OK, donc on va passer au CSS et comme je vous l'ai dit, on utilise @keyframes et je lui donne identifier. Ça là, c'est le, on va mettre le nom de l'animation. Ça peut être n'importe quoi et je lui dis from comme ça, tout comme ça. Donc ça passe from de transform. On va utiliser la propriété transform rotate. Donc je vais faire une rotation de moins 180 degrés. OK, à transform rotate de 0 degré quand il revient à sa position initiale. Donc là, je peux ajouter ce qui doit se faire ici en sélectionnant la classe que j'ai ajoutée à ce texte-là, AnimeText, et je lui dis animation, la propriété animation. Déjà, je vais faire ici, c'est long, donc je garde seulement ce dont j'ai besoin. Donc, le nom de l'animation, je l'appelle par exemple rotate, je l'ai appelé rotate. La durée de 20 secondes is out. C'est comment, voilà. Pourquoi ça marche pas? Anime-texte, c'est ce que j'ai mis. Bon, je ne comprends pas ce qui se passe, mais bon, je vais essayer de changer le nom de l'animation. Peut-être c'est le rotate qui le dérange. On enregistre. OK. On rafraîchit la page. Et voilà, ça marche. Donc ici, le texte est retourné vers le gauche et revient à sa position normale. Donc, is out signifie un départ rapide, une fin plus lente, ce qui produit un effet de légèreté. Et la propriété forward que j'ai mis garde le texte dans sa position finale, non retournée. Donc, @keyframe, c'est l'animation en étape, début, fin. Animation duration, c'est combien de temps elle dure. Animation fill mode forward, c'est pour garder le style final après l'animation.
On peut aussi ajouter animation delay et animation iteration count. Donc, félicitations, vous êtes arrivé au bout de ce module, mais ce n'est pas fini. Dans le prochain module, on va parler optimisation et validation de votre code HTML et CSS. Donc, l'objectif, c'est un code plus propre, plus rapide et sans erreur. À très vite pour la suite. Dans ce module, nous allons voir en première partie l'optimisation et la validation du code HTML et CSS et en seconde partie, l'utilisation de l'inspecteur du navigateur. Grâce à ces outils, vous pouvez gagner en rigueur, en efficacité et vous vous rapprochez d'un code propre, optimisé et professionnel. Alors, si ce genre de tuto t'aide à mieux comprendre le CSS, pense à t'abonner et liker la vidéo afin de soutenir la chaîne. Alors, vous avez codé? Super! Maintenant, place à la vérification pour s'assurer que tout fonctionne comme prévu et selon les standards du web. Avant de publier un site, il est essentiel de valider son code. Cela permet d'éviter les erreurs et d'améliorer la compatibilité avec tous les navigateurs. Pour ce faire, nous allons utiliser le site de validation de W3C. Ce validateur nous permet de vérifier notre HTML. Il suffit de coller notre code HTML ou indiquer l'URL de notre page et cliquer sur Check. Ok, c'est ce qu'on va faire ici. On va copier notre code HTML et le coller au niveau de cet input-là. Ok, et voir ce que ça donne. Et voilà, le document a été vérifié et il n'y a aucune erreur ni avertissement. Maintenant, on peut faire un exemple où, par exemple, on nomme ça, on fait une erreur de manière volontaire et voir ce que ça donne dans ce genre de situation. OK? Et voilà, il nous dit qu'il y a une erreur. OK? Ici. OK? Il nous dit que cet élément-là n'a pas été fermé. Et dans ce cas-là, on peut corriger l'erreur. Et voilà. Aussi, on peut valider notre code CSS. Donc, on utilise le même principe copie-coller. On copie le code CSS et on le colle au niveau de la validation. Ce ne sont pas les mêmes sites, ok? Ici, c'est le CSS Validation Service. On voit. Et voilà. Félicitations, aucune erreur n'a été trouvée. Ok? Donc, ces outils signalent les erreurs, les avertissements et vous aident à rester conforme aux standards du W3C. Maintenant, découvrons un outil précieux intégré à votre navigateur, l'inspecteur d'éléments. Que vous utilisez Chrome, Firefox ou Edge, il suffit d'un clic droit et inspecter sur un élément de la page. C'est ce qu'on va faire. Déjà, on allume notre serveur pour voir. On fait clic droit et on clique sur inspecter. Et voilà. Donc, l'inspecteur est parfait pour tester des changements sans toucher à notre code source. Par exemple, je voudrais tester une couleur ou bien une disposition CSS. Je peux le tester ici. Et si ça marche, je peux reporter au niveau de mon code. Il nous permet aussi de comprendre la structure d'une page web parce que, comme vous pouvez le voir, ici, c'est notre code HTML, le code de notre page, et de repérer les bugs visuellement. Alors, n'hésitez pas à prendre l'habitude de valider et d'inspecter régulièrement.